Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de 60 000 rebonds. Merci aux partenaires que vous venez de voir défiler sur l'écran. Merci au MEDEF de nous accueillir ce soir. Ce soir, on va parler d'un tabou ultime pour nous, les Français, c'est l'échec. C'est un tabou pour l'ensemble de la société et c'est surtout un tabou pour les élites, jusqu'aux élites d'ailleurs, parce que sachez qu'il y a 3 ans encore, l'échec n'était pas étudié par les étudiants de l'ENA. Donc l'ENA, vous voyez, quand même, qui forment nos patrons dans le public, dans le privé. Certains sont ministres. Eh bien, ces gens-là n'ont pas étudié l'échec. Ils n'ont étudié que les grands succès de notre nation. Donc depuis 3 ans, on essaie, tant bien que mal, d'installer cette mentalité. Mais l'échec, c'est un tabou dès la plus tendre enfance, en fait, dès la maternelle. Dès le primaire, moi je ne sais pas si comme moi, certains d'entre vous ont eu le malheur d'être très mauvais en maths. Je me rappelle notamment d'un jour en CM1 où j'étais incapable de résoudre une équation à un inconnu, c'est pourtant pas compliqué. Et mon prof de maths m'avait pris comme ça par le t-shirt pour me mettre le nez devant le tableau. Je m'en rappelle encore. Et donc les moqueries des camarades, etc. Et ça commence là. La peur et la honte de l'échec, c'est un mécanisme mental très français. Vous voyez, quand je reviens à l'école, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Quand en France, on a 10 sur 20, eh bien, on va dire, ouais, tu peux vraiment mieux faire, ou même t'es terminable, quoi. Aux États-Unis, un 10 sur 20, t'es génial. Enfin, je caricature, mais grosso modo, c'est ce qu'on dit là-bas. Je vais vous décrire un peu maintenant ce dont on va parler ce soir et surtout comment tout ça va s'orchestrer. Donc, en première partie, vont se succéder ici 3 personnalités qui vont chacun parler de l'association et de la vision de l'échec dans la société. Ensuite, on va débuter une grande discussion sur ces sièges qui sont pour le moment vides avec 4 grands témoins qui ont connu l'échec. Nous aurons un coach, on aura 2 entrepreneurs en rebond et un parrain au sein de l'association. Et on terminera avec une discussion inspirante avec Mercedes Serra et Thierry Marx qui nous feront le bonheur de nous rejoindre tout à l'heure. Avant de commencer, j'aime beaucoup cette citation de Winston Churchill que vous avez peut-être vu défiler sur l'écran. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. J'appelle dans un premier temps Aziz Zeni, qui est vice-président du MEDEF, la commission dynamique entrepreneuriale. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot d'accueil au nom de cette grande maison qu'est le MEDEF, au sein duquel il y a les entrepreneurs qui bondissent, ceux qui rebondissent aujourd'hui, demain, hier aussi. L'histoire entre le MEDEF et l'association 60 000 rebonds remonte à il y a longtemps, avant même sa création, puisque dès 2011, alors que l'association a été créée en 2012, on commençait déjà à travailler ensemble sur la publication d'un livre blanc qui, quelques années plus tard, en 2013, donnera un travail commun, l'abolition du fameux 0,40, ce fameux saut de l'échec qu'on pouvait avoir pour certains qui avaient fermé leur entreprise pour diverses raisons au sein des réseaux informatiques bancaires. Aujourd'hui, ce 0,40 n'existe plus et c'est un vrai combat qui a été mené, gagné ensemble avec le MEDEF, avec cette association 60 000 rebonds et avec tous les combattants de ceux qui pensent que l'échec n'est pas quelque chose qui doit être handicapant. En 2017, le combat continue. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont passé la crise, ont dû fermer pour des raisons diverses et variées. Nous devons être à leur côté. Le MEDEF est là aussi pour ça. Et je ne vais pas m'éterniser, mais citer Nelson Mandela en conclusion, c'est que la vérité, c'est que nous, les entrepreneurs, nous le savons, on n'échoue jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Bonne soirée à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup Aziz Zeni. Donc déjà 2 citations, vous voyez. Donc c'est vrai que l'échec, c'est une matière très inspirante pour les citations. Donc je vous propose d'ailleurs de prendre vos carnets et de noter les choses intéressantes que vous pourrez entendre ou auxquelles vous pouvez penser. On fera peut-être un petit recueil à la fin de la soirée sur vos citations les plus inspirantes. J'aimerais appeler maintenant Michel Maire, qui est président de 60 000 rebonds pour la région Île-de-France, ancien ingénieur, chef d'entreprise, expert en management. Je vous demande de l'applaudir.
Merci, bonsoir à tous et à toutes. Ça nous fait extrêmement plaisir, au nom de l'association des 60 000 rebonds Île-de-France, de voir qu'on a fait salle pleine. Ça veut dire que vraiment, ça intéresse beaucoup de personnes, que de gérer, d'accompagner nos entrepreneurs qui sont en rebond et avoir une vision différente de cet échec dont on vient de parler. Oui, analyser l'échec, c'est très intéressant aussi. On apprend plein de choses de ceci. Alors, 60 000 rebonds Île-de-France, quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer. Pour dire que cette année, c'est en fait actuellement 50 personnes que l'on accompagne, 50 entrepreneurs que l'on accompagne. Il faut compter à peu près le double de bénévoles. Donc vous voyez 100 personnes qui passent du temps de façon bénévole, des coachs et des parrains et des experts qui sont dédiés à la cause. Et actuellement, ce sont donc 3 antennes. Et on a pour objectif, puisque vous voyez 50 personnes sur une région comme l'Île-de-France, c'est finalement assez peu. Il y a certainement plein d'autres entrepreneurs qui pourraient être accompagnés, que l'on pourrait suivre et aider. Eh bien, notre objectif, il est vraiment là, c'est d'aller un peu plus dans les autres départements de l'Île-de-France. Ça pourrait être, bien sûr, sur Bobigny. Je salue d'ailleurs le président du tribunal de commerce de Bobigny, qui est présent ce soir, et bien d'autres endroits pour pouvoir aider nos amis entrepreneurs. Et quel symbole que d'être ce soir au MEDEF, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est facile. Je ne ferai pas de citation, mais c'est pour nous vraiment une vraie valeur symbolique de se retrouver tous ensemble ce soir. Donc je souhaite une bonne soirée et que vous appreniez plein de choses ce soir dans les échanges qui vont avoir lieu. Merci. Merci Michel Maire. Alors avant d'appeler Philippe Rambaud, qui est le fondateur de cette brillante association, j'aimerais qu'on passe une petite vidéo de 2 minutes, très courte, pour que vous puissiez voir de vos yeux à quoi ça ressemble 60 000 rebonds au quotidien. Ah, en régie, est-ce qu'on peut... Chaque année en France, 60 000 entreprises font faillite et plongent de nombreuses personnes dans le désarroi. Et 60 000 chefs d'entreprise sont KO. C'est pour eux un traumatisme financier, professionnel et personnel. Parce que tout le monde a droit à l'échec, 60 000 rebonds accompagnent les entrepreneurs post-liquidation et leur offrent un cadre structuré et professionnel pour se reconstruire. L'entrepreneur, engagé dans son processus de rebond, est soutenu par des coachs, des parrains et différents experts bénévoles de l'association. Basés sur des valeurs de bienveillance, de solidarité, d'engagement et de professionnalisme, ils aident dans le temps les entrepreneurs à redéfinir leurs expertises et leurs talents vers un rebond professionnel. 35% des entrepreneurs en rebond s'orientent vers le salariat et 65% créent ou reprennent une entreprise. Ça change le regard sur l'échec, non? Le rebond, une force en marche pour notre société. Rejoignez-nous! Rejoignez 60 000 rebonds, donc on va essayer de vous en convaincre durant cette soirée. Donc maintenant, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Si. Pour monsieur Philippe Rambaud, qui est fondateur et président d'honneur désormais de 60 000 rebonds. Alors c'était il y a 5 ans, maintenant que vous avez fondé cette association pleine d'énergie et de bonnes ondes. Ah non, je vais vous laisser la place maintenant. Simplement, je termine. Depuis, vous avez laissé les commandes à Guillaume Mullier. C'est ça que je voulais préciser. Maintenant, après vous. Et alors, vous avez des questions à me poser? Ça, c'est après. C'est après? Et qu'est-ce que vous voulez que je dise maintenant? Après cette année d'applaudissements. Oui, mais ça laisse sans voix. Non, je suis évidemment ému. D'abord, chaque fois que je parle de 60 000 rebonds, je suis ému. Parce que ça remue les tripes. Ce projet, il est parti fondamentalement d'une histoire personnelle. J'ai vécu la faillite, j'ai vécu en plus tard. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de vivre des échecs tôt, parce que tard, c'est compliqué. Il y a une famille, des enfants, voilà. Des divorces derrière, enfin voilà, c'est compliqué. Mais j'ai monté ma boîte, j'avais 49 ans, et puis j'ai fait faillite 7 ans après. Voilà. Et donc j'en avais 56. C'est vrai qu'à 56 ans, j'ai commencé par faire une dépression nerveuse. Et
c'est assez étrange, une dépression nerveuse. Ça bouleverse. Heureusement, j'avais une femme exceptionnelle. Elle est là. Si, elle va dire que non, mais elle est exceptionnelle. Donc, elle m'a envoyé voir un psychiatre. Alors, c'est facile, un psychiatre, on prend des petits bonbons, et puis en 15 jours, on se dit, on est un homme neuf, on va s'arrêter là, c'est très bien. Et elle m'a dit, non, parce que dans cette faillite, tu y as laissé beaucoup de toi. Et elle me disait, tu es triste. Alors, j'étais pas que triste, j'étais comme 60 000 entrepreneurs qui font faillite tous les ans. J'avais perdu toute estime de moi. Je me considérais comme une imposture. Elle me disait, mais regarde ton passé. Je dis, oui, c'est une imposture. Tu vois, depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis une imposture. Puisque, regarde, je n'ai même pas été capable de tenir cette boîte. Et surtout, j'ai emmené 28 collaborateurs dans le mur. Et j'adorais mes collaborateurs. C'était comme mes enfants. Et je leur disais, voyez, donc, non seulement j'ai mis le bateau sur le rocher, ce qui n'est pas très élégant pour un capitaine de bateau, en plus, je vous ai noyé. Ils me disaient, mais non, tu n'as pas noyé. Si, je vous ai noyé, dans ma tête, je vous ai noyé, ce qui me rend très fier. Et en plus, vous avez l'âge de mes enfants. Donc, j'ai noyé symboliquement mes enfants. Vous voyez, alors refaites votre estime de vous après ça. Alors, donc, elle m'a dit, va voir une thérapeute. Elle a réinsisté, psychothérapeute. J'ai dit non. Elle m'a dit si. Et puis la troisième fois, j'ai cédé et j'y suis allé. Voilà. Et j'ai fait 5 ans de psychothérapie. Et je le dis parce que cette association est née de cette psychothérapie. Et elle est née de ça au bout de 4 ans, donc en 2012, après évidemment avoir raconté ma vie, mon enfance. Bon, mais je ne vais pas le faire ce soir, c'est trop long. Mais il y a beaucoup à dire. Et effectivement est apparu un besoin, mais je ne suis pas le seul, hein. Tous nos bénévoles sont comme ça, un besoin d'être utile et de donner un sens à ma vie, et que faire du business ne me suffisait pas. Voilà, et j'avais besoin, il était temps à 56 ans, hein, voilà, je n'avais pas à attendre d'avoir 80 ans pour le faire. Et donc est arrivée effectivement l'idée du bénévolat, puis plein de choses, voilà, et puis on a testé ça à Bordeaux, parce que et une chose qu'il faut dire, c'est que dans tous les projets, j'essaye de dire ça à mes enfants, ils ne m'écoutent pas évidemment, puisque c'est mes enfants, c'est de leur dire que nous ne sommes pas maîtres de nos aventures. Il se trouve que dans 60 000 rebonds, nous avons eu pratiquement que de la chance. Et tout le temps, des gens pour nous aider. S'ils n'avaient pas été là, Jacques Attali, le patron d'Ernst & Young, Alain Juppé à Bordeaux, s'ils n'avaient pas été là, mais ça serait mort dans l'œuf. Et puis on a une chance formidable, c'est que j'ai réussi à entraîner et convaincre des bénévoles d'un immense talent. Et je n'imaginais pas qu'en France, il y avait tant de gens de talent qui étaient prêts à donner du temps bénévolement sur leurs loisirs, leur temps de famille, pour venir aider des entrepreneurs. Mais ça sortait de partout. D'ailleurs, à un moment, on avait trop de bénévoles et pas assez d'entrepreneurs. Donc on se disait, c'est décourageant. Donc, voilà. Trop de bénévoles, pas assez d'entrepreneurs. Parce que si je commence à parler, c'est mort. J'ai bien remarqué. Gérer le temps, sinon je vais avoir des cartons rouges là, qui vont sortir. J'avais prévu à peu près jusqu'à 20, donc on peut continuer encore à discuter. En 5 ans, donc, cette association s'est développée, vous l'avez dit. Est-ce que pendant ce laps de temps, parallèlement, il y a eu un changement de mentalité en France sur l'échec ? Est-ce que vous avez perçu ça en 5 ans ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est pas facile, parce que le sujet de l'échec, comme a dit Michel, il commence, ou comme vous avez dit, il commence à la maternelle, dans l'enfance, donc je pense que ça va bien au-delà de la problématique professionnelle. Donc j'ai pas de baromètre pour savoir si les choses ont bougé. Il y a quand même 2 faits marquants. Un, c'est que j'ai vu arriver, enfin nous avons vu arriver, nous les bénévoles, les entrepreneurs en rebond, le thème de l'échec sur plein de couvertures de magazines. C'est devenu très tendance, absolument. Et il y a un moment, là, oui, partout. Voilà. Alors on n'en parlait pas avant, il ne fallait pas en parler, puis d'un seul coup, ça devenait vraiment le thème du moment. C'est un peu moins vrai, mais donc il y a eu une vraie lessive, un brainwashing qui a été fait à ce moment-là, qui à mon avis vient probablement de la jeunesse. Je pense que le fait que nos gamins, parce que je regarde, il y a quand même pas mal de cheveux blancs, ou pas loin, donc on peut parler des parents, nos gamins, être entrepreneurs, moi j'aurais dit à mon père je vais être entrepreneur, mais déjà on ne s'entendait pas très bien, ce qui peut expliquer la psychothérapie. Mais là il m'aurait dit je t'interdis, enfin, tu vas dans une grande boîte, tu arrêtes tes conneries. Bon, enfin, il ne parlait pas comme ça, mais c'est ce que j'aurais compris. Aujourd'hui, je donnais des cours à l'ESSEC, à des masters 5e année. 33% d'entre eux veulent être entrepreneurs.
Et quand on leur dit, mais tu sais que tu peux te planter? Bon, d'abord, ils ne le croient pas. Mais ils disent, ouais, et c'est pas grave. Voilà. Et leurs parents, du coup, sont éduqués par les enfants. Et donc, je pense que si leurs enfants, qui sont leur chère tête blonde, il n'y a pas mieux sur Terre, acceptent l'entrepreneuriat et la prise de risque, et donc l'échec, forcément, ça nous fait bouger. Et puis, la deuxième chose qui me frappe, en dehors de ces couvertures médias et donc de cette envie d'entrepreneuriat, c'est que s'il y a eu autant de bénévoles pour nous rejoindre, c'est pas uniquement parce que la tête des entrepreneurs leur plaisait. C'est qu'aussi, je pense, et c'était tous des adultes, des gens dans le business, des gens sérieux, bon, c'est que probablement ils se disaient ce sujet était un sujet clé. Et donc je pense qu'effectivement, 10 ans avant, je ne suis pas sûr que j'aurais été écouté. Je ne suis pas sûr que les gens... D'ailleurs, j'allais voir les gens, je disais, c'est peut-être une connerie que de lancer une association. Il y en a un qui m'a dit c'est une connerie. Et le fait Mardi, vous perdez votre temps. Je pourrais en parler, mais bon, il a eu tort. Mais tous les autres m'ont dit, c'est génial, vas-y, fonce, et on va t'aider. Et le fait que le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, prône un droit à l'échec, qu'il en parle assez librement, comme certains de ses ministres d'ailleurs. Alors, on a eu 2 ministres qui nous ont... On a eu la chance, d'ailleurs le MEDEF y a beaucoup participé, de pouvoir rentrer en contact avec des ministères, alors qu'on n'était rien. Hein. La première, c'est Fleur Pellerin. Elle me dit un jour, il faudrait faire quoi? Ah ben, je lui dis, je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai fait faillite, je suis allé à la banque, j'ai dit, j'avais des chèques de mes clients, je voudrais ouvrir un compte. Ah, le gars, il me dit, ça c'est génial. Ah oui, tout de suite, monsieur Rambaud, très bien, on va vous ouvrir un compte. Puis 2 jours après, ma femme en est témoin, je le rappelle, c'est pas de nouvelles. Et je dis alors, le compte, il me dit, on ne pourra pas vous l'ouvrir. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, on ne pourra pas l'ouvrir? J'ai des chèques à déposer. Non, j'ai pas d'ailleurs à vous donner la raison. Et je dis, dites-moi qu'il faut rencontrer. Vous ne le rencontrerez pas. Je dis, mais c'est parce que j'ai fait faillite? Parce que tu n'es pas complètement idiot. Et il me dit, j'ai pas à vous le dire. Et puis, un autre patron de succursale que je connaissais m'a dit, venez voir, monsieur Rambaud, regardez sur l'écran, 0,40. Vous êtes fiché. Ouais. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je ne pouvais pas ouvrir un compte. Alors, il m'a dit, éventuellement, vous pourriez passer par la Banque de France, m'obliger à vous ouvrir un compte, mais je ne vous donnerai pas de carnet de chèque et pas de carte de crédit. Ah, alors là, ça va quand même être difficile, parce que le business en cash, c'est pas très légal, me semble-t-il. Donc, mes clients, vous savez, si je leur dis, je vais voir McDonald's, je lui dis, il faut me payer en cash. Hein. Ils vont me dire, t'es gentil, tu vas ailleurs. Donc, je lui ai dit, voyez, rien que ça. Quand en plus on essaie de se reconstruire et qu'on a une estime de soi particulièrement dégradée, et qu'en plus on vous dit, non, monsieur, vous ne pourrez pas ouvrir un compte en banque, comment vous voulez rebondir? C'est pas possible. Donc je lui ai dit, s'il y avait une chose, abrogez-nous ce truc. Elle l'a fait. Et après, Emmanuel Macron, c'est vrai, nous a reçus, nous a aidés à mobiliser les troupes et nous a permis d'avoir effectivement une reconnaissance d'intérêt général, nous a permis d'avoir des petites subventions, c'est mobilisé. Sincèrement, c'est pas ça qui lui a fait de lui un président. Hein. Bon. Mais je pense qu'il a ça dans les tripes, parce que si on a l'entrepreneuriat dans les tripes, et qu'on y croit franchement, on ne peut pas avoir la prise de risque et donc l'échec en dehors de son raisonnement. Ça va ensemble. Voilà. Et si on veut amener nos jeunes têtes blondes à prendre des risques, il faut qu'on les habitue à domestiquer l'échec. Et peut-être même à se dire qu'il y a ce que je crois, une dynamique de l'échec. Merci Philippe Rambaud. J'ai trop parlé. Hein. C'est parfait. Le timing est formidable. Le rebond après un échec entrepreneurial, ça passe par l'ouverture d'un compte bancaire, vous venez de le dire, mais ça passe aussi par des aventures humaines hors du commun. Donc je vais appeler nos 4 grands témoins ce soir, avec qui on va discuter librement de tout ça. J'aimerais appeler Patrice Doublet sur scène, que vous pouvez accueillir en l'applaudissant. Alors Patrice Doublet, bonsoir. Donc un dirigeant visionnaire, pragmatique, qui aime être challengé, bousculé par le changement. C'est un parrain connu, comme le loup blanc au sein de 60 000 rebonds, m'a-t-on dit quand je suis arrivé ici. Voilà, vous pouvez vous asseoir par ici, et puis on va s'asseoir ensuite à côté de vous. Pascal Rambaud. Bonsoir Pascal. Donc, Pascal Rambaud, après 25 années dans des grands groupes, qui a repris une PME,
pour la spécialiser dans les travaux de rénovation énergétique, justement, donc il y a 9 ans. Malheureusement, vous avez dû liquider votre entreprise et c'est pour ça que vous avez connu 60 000 rebonds pour rebondir après cette expérience fâcheuse et éprouvante. Philippe Champion, vous êtes entrepreneur, vous aussi, en rebond. Au sein de l'association 60 000 rebonds. Donc, vous avez vous aussi connu un violent dépôt de bilan, c'était en 2016. Depuis, vous avez rebondi, puisque vous êtes aujourd'hui directeur général de la filiale française d'un groupe norvégien en phase de développement en France. Et enfin, Géraldine Brossier. Qui est un fidèle supporter au premier rang, semble-t-il, Géraldine, qui est coach bénévole depuis 4 ans, maintenant au sein de 60 000 rebonds. Elle va nous raconter donc son quotidien avec ces personnes, qu'elle remet en selle, hein, si j'ose dire, après un échec entrepreneurial, et ses secrets pour rebondir le plus rapidement possible. Donc je vais m'asseoir avec vous, si vous n'y avez pas d'inconvénient. Avec mes feuilles, c'est mieux. Parce que si je reste sur le pupitre, je vais être un peu loin. On discute un peu, qu'on soit un peu proche. Donc je vais commencer par vous poser une question, Pascal Rambaud. Est-ce que vous pouvez nous raconter les prémices de cet échec entrepreneurial, de la liquidation judiciaire à la fin de votre rebond, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, combien de temps a duré ce rebond? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? Oui, voilà. Alors, un mot de contexte, je crois que vous l'avez dit. Moi, j'ai passé 25 ans dans des grands groupes et à 45 ans, je me suis décidé à me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en reprenant une entreprise d'une trentaine de personnes dans le bâtiment. Ce qui a fort bien marché pendant 8 ans. L'entreprise s'est développée, s'est spécialisée sur la rénovation énergétique, qui était un bon créneau. Et peu avant l'été, j'ai été obligé de la fermer. Pour une raison essentielle, principale, qui était la concurrence du travail détaché illégal, qui est aujourd'hui un cancer dans le bâtiment. Donc la fermeture s'est faite après une année, on va dire, difficile de prise de décision, qui est un calvaire pour l'entrepreneur, qui est de sentir les difficultés qui deviennent de plus en plus prégnantes et d'avoir seul, forcément. En l'occurrence, j'étais dans une structure de LBO, donc avec une pression peu amicale, on va dire, d'investisseurs fonds à mes côtés, et donc d'avoir à prendre ces décisions que j'ai donc prises et actées juste avant l'été. Et je me suis retrouvé à ce moment-là en assez mauvais état mental et physique, on va dire. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré 60 000 rebonds par l'intermédiaire d'une amie coach qui m'avait aidé pendant la période, on va dire, de cette année de combat et qui m'avait dit va voir 60 000 rebonds, c'est là que tu vas trouver le soutien dont tu as besoin. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à ce moment-là? Parce qu'on dit, oui, l'échec français, il est très violent, parce qu'en France, on ne pardonne pas l'échec, etc. Est-ce que vous avez senti dans le regard des gens qui vous observaient un changement depuis que vous aviez, vous, pris la décision d'arrêter l'activité de votre entreprise, ou est-ce que c'était surtout à vous que vous en vouliez personnellement? Est-ce que, comme le décrivait tout à l'heure Philippe Rambaud, est-ce que vous êtes senti minable, vous avez voulu tout remettre en question, ou c'est un peu de tout ça, peut-être? Alors, le regard autour de soi, on le craint plus qu'il n'est, je pense. Ouais. Mais on le craint beaucoup, sauf des gens vraiment très proches, et c'est évidemment une angoisse. Dans mon expérience, bien sûr, il y a une perte de confiance évidente, parce que c'est pas perdre un job, c'est pas perdre un investissement financier. C'est 50 personnes qui sont retrouvées au chômage, et ça, c'est évidemment très douloureux. Et c'est le moment, je pense, surtout où on réalise qu'on a tellement investi dans cette entreprise, de temps et de passion, qu'on perd quelque chose qui est vraiment très intime. On perd une partie de soi. Et ça, c'est tout à fait différent de perdre un job ou d'avoir des circonstances professionnelles difficiles, ce qui peut arriver à beaucoup de gens. Philippe Champion, vous l'avez ressenti aussi de cette manière? Alors,
on ressent les choses à différents niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement l'approche qu'on a au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que les premières personnes auxquelles on pense, c'est effectivement les salariés. Parce que quand vous avez 50, 60, enfin mon cas c'était une soixantaine de salariés qui œuvrent pour vous tous les jours, quand vous leur expliquez que la situation est tellement délicate qu'on est proche de la fin, c'est assez dur. Mais c'est rien encore à côté des explications qu'on doit fournir à sa famille. Parce que là, vous expliquez à vos enfants, à votre femme, que l'argent de la famille est perdu. Et oui, on ne le reverra pas. Et ça, c'est aussi traumatisant parce que c'est, comme on dit aujourd'hui, le deuxième effet qui se coule. Après avoir subi le regard de vos salariés, vous subissez aussi celui de votre famille. Et vous, Philippe Champion, vous avez mis combien de temps pour prendre ces décisions? Ce laps de temps a duré combien de temps à peu près? Laps de temps le moment entre vous avez pris conscience qu'il allait se passer ce quelque chose et le moment où vous l'avez annoncé à vos collaborateurs et à votre famille. Ça va très vite. À l'échelle d'une entreprise, c'est quelques mois. Et entre le moment où, en relation avec votre expert comptable, vous devez prendre la décision et le moment où vous l'annoncez, c'est plus que quelques semaines. Et derrière, c'est l'enfer des tribunaux et les décisions du tribunal qui suivent. Alors, en quelques semaines, vous dites, vous, Géraldine Brossier, vous rencontrez au quotidien des personnes comme Philippe et comme Pascal qui ont échoué. C'est peut-être débile comme question, mais qu'est-ce que vous dites en premier quand ils viennent vous voir, quand ils viennent se confier à vous? D'abord, je n'en rencontre pas au quotidien parce que je remets un peu le coaching de l'association, la perspective. On est plusieurs coachs, on intervient de manière bénévole et grosso modo, je dirais qu'on accompagne entre 2 et 3 entrepreneurs par an en fonction de nos disponibilités. Après, pour répondre à votre question, je pense que notre rôle, justement, c'est au début surtout de ne pas leur dire grand-chose. D'écouter. Mais c'est surtout d'écouter et je dirais en tout cas s'il y a une chose qu'on peut leur dire, et je pense que c'est une des forces de l'association, c'est ce mix entre des experts, des parrains, des gens qui ont traversé ces expériences, c'est qu'on leur dit qu'on leur fait confiance et qu'on sait qu'ils vont s'en sortir. Et non seulement qu'on le sait, mais qu'il y a des preuves, des gens qui sont là pour en témoigner. Et je pense qu'au-delà de l'approche professionnelle qu'on a, de toutes les techniques qu'on peut apporter, je pense que c'est cette confiance et cette sécurité qu'ils voient dans notre regard, qui ne sont pas condamnés à l'échec, bien au contraire, mais qu'on perçoit déjà toutes les ressources, tous les talents auxquels ils ne croient plus eux-mêmes, ce qu'ils ont tous dit. Ils ne croient plus qu'ils sont capables. Et nous, on les accompagne à dissoudre l'emprise de l'échec dans leur existence. Ils ne sont pas que cet échec et faire réémerger tout ce qu'ils savent faire par ailleurs. On discutait tout à l'heure avec Pascal Rambaud, effectivement, et Philippe, de cette perte de confiance. À quel niveau vous devenez intime, si j'ose dire? Comment est-ce que... Comment est-ce que vous j'imagine, vous n'avez jamais été ma coach, mais vous devez inspirer, vous pouvez... pour inspirer confiance, donner envie à l'autre de se confier, et jusqu'où on va dans ces confidences, quoi, pour redonner confiance en soi. Alors, cette question de jusqu'où on va ou jusqu'où on doit se livrer, oui. Non, mais ça me fait rire parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a Papa Freud derrière, la petite enfance, allongez-vous, ça va bien se passer, etc. Non, on n'est pas là-dessus. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'ils l'ont exprimé. Moi, c'est des gens qui ne se reconnaissent plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui se vivaient comme allant de l'avant, étant dans la maîtrise, dans la performance, sachant pour les autres, étant capables de tracer un chemin, et qui sont dans un état dans lequel ils ne se reconnaissent plus. C'est-à-dire que ça ne marche plus, ça. Et nous, on est là pour les emmener vers autre chose auquel ils ne sont pas du tout familiers, parce que l'introspection, parler de soi, comment je me sens, les émotions, qu'est-ce qui me traverse, un entrepreneur n'est généralement pas du tout câblé là-dessus. Voilà. Ouais. Pour autant, avec le traumatisme qu'ils sont en train de vivre, on est obligé d'en passer par là et on leur donne un espace qui est un espace neutre. On a parlé de la famille qui à la fois les protège mais qui à la fois est elle-même embarquée dedans.
Et cet espace de neutralité dans lequel nous, on apporte nos techniques, là-dessus, ils peuvent faire un vrai processus de deuil, c'est-à-dire traverser la colère, le déni, tout ce qu'on traverse, et puis derrière, passer à autre chose qui est refaire émerger, je redis, toutes les compétences qu'ils ont développées. Voilà. Donc on se livre à la mesure de ce dont on a besoin. Et donc en moyenne, enfin, si je peux parler ainsi, un rebond du début à la fin, de la première rencontre à la dernière, quand on est remis en selle, ça peut durer combien de temps? Alors je vais répondre en 2 temps là-dessus. Je vais répondre sur les chiffres et puis je vais répondre sur ce qu'on observe. Les chiffres, c'est qu'on dit qu'il faut à peu près 10 à 12 mois pour un rebond salarial et plutôt 12-18 mois pour un rebond entrepreneurial. Donc ça, c'est ce qu'on observe grosso modo. Mais je pense que pour tous les gens qui font partie de l'association, on sait très bien que le rebond, c'est d'un autre registre. On a des gens qui nous arrivent cabossés, parfois voûtés, parfois ayant du mal à s'exprimer, meurtris. Voilà. Et nous, ce qu'on voit au fil du temps, c'est des gens qui se redressent. C'est-à-dire que de séance en séance, on voit des gens qui osent reprendre possession de ce qu'ils sont. Et certains nous le disent, ils n'ont pas encore trouvé le projet, etc. Mais ils nous disent, j'ai déjà rebondi. C'est-à-dire que je me suis réapproprié mon histoire, mes compétences. Et l'échec fait partie de mon histoire, mais je sais aussi en parler et je sais me projeter dans autre chose. Et ça, c'est tous ces signes-là, vous les percevez séance après? On le voit, enfin, je pense que tout le monde pourra en témoigner, on le voit de séance en séance, on le voit physiquement, on le voit dans l'énergie, on le voit dans le regard, on le voit dans beaucoup de choses. Patrice Doublet, vous êtes parrain au sein de cette association. Comment est-ce que vous arrivez à incarner votre rôle au quotidien? Qu'est-ce que c'est que d'être parrain chez 60 000 rebonds? Vous arrivez plutôt après la période de coaching, c'est ça pour le... Non. Non. On commence en même temps. D'accord. On commence en même temps et c'est important, le binôme parrain-coach, enfin le trinôme parrain-coach entrepreneur en rebond, parce que, alors on ne va pas dans les mêmes profondeurs personnelles que Géraldine et les coachs, parce que on n'est pas sur le même registre. Nous, on est plus sur le registre, on va dire, matériel et professionnel. Et donc on commence ensemble. Donc l'entrepreneur qui nous rejoint, il a un coach, un parrain, et le premier rendez-vous généralement se fait ensemble. Le rôle du parrain, lui, il va être sur l'aspect professionnel, et dans un premier temps, je dirais l'aspect économique, c'est-à-dire financièrement, d'où il en est. Est-ce qu'il a des échéances fortes à court terme? Est-ce qu'il a une assurance perte d'emploi chef d'entreprise ou pas? Et quelles sont les urgences financières? Est-ce qu'il a un logement? Enfin, des choses basiques. Ouais. Ses enfants, d'où ils en sont. Voilà. Donc, ouais. Et ça fait déjà un premier diagnostic. Et donc ensuite, donc le parrain, lui, le rencontre un engagement, sur 2 ans. En fait, au maximum, on accompagne nos entrepreneurs pendant 2 ans. La plupart, on ne va pas jusqu'au bout des 2 ans parce qu'ils ont rebondi effectivement avant. Et nous, on les rencontre une fois par mois minimum pour travailler justement dans un premier temps, et c'est là où on est un petit peu en attente, entre guillemets, des résultats du coaching. C'est-à-dire, dans un premier temps, on est beaucoup sur les aspects très court terme, commencer à travailler un petit peu sur tout ce qu'ils ont réussi quand même, revaloriser, faire des SWOT, des choses comme ça. Concentrer sur toute l'expérience positive. Et c'est vrai que, comme le dit Géraldine, le rebond, en fait, il arrive psychologiquement, enfin en termes de fonctionnel, plutôt que le rebond professionnel, entre guillemets. Et à partir de là, effectivement, on peut actionner beaucoup plus le travail sur les projets. Les contacts professionnels, Voilà, les contacts professionnels, parce que c'est vrai que si quelqu'un est complètement cassé et on le voit, on a envie de partir en courant, il ne va rien se passer, quoi. Hein. Donc, alors que dans 2 mois, il sera presque au top. Philippe et Pascal, à quel moment vous avez senti que le vent tournait favorablement quel déclic vous a permis de sentir ça au fond de vous? Alors moi, j'ai eu plusieurs déclics, mais il y en a eu un principal qui était un déclic pendant un coaching où effectivement j'ai senti que d'une part j'avais accepté les circonstances de la liquidation, et d'autre part, et c'est une chose qui est peut-être plus profonde, je réalisais la fragilité dans laquelle j'étais
Et donc le devoir de deuil qui devait être fait. Et donc ça, c'est à peu près 2-3 mois après la première rencontre. Et d'ailleurs, peu après, spontanément, enfin, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on arrête le coaching en disant c'est bon, voilà, c'est fait. Cette partie-là du rebond est aboutie. Merci beaucoup. Et vous, Philippe? Alors, moi, c'est peut-être un petit peu atypique parce que j'ai eu la chance de rebondir très vite. Mais néanmoins, j'ai pu bénéficier de séances de coaching très efficaces qui m'ont permis effectivement de faire mon processus de deuil très vite, parce que dans le même temps, je travaillais sur un projet de rebond, donc ça aide. Mais sans... en commençant le coaching, vous étiez déjà dans le rebond. J'aurais certainement pas rebondi dans les mêmes conditions. Et le fait d'avoir ces séances de coaching, ça permet à la fois de faire son deuil, mais surtout de vider son sac. Parce qu'on pèse, on a sur les épaules un certain nombre de choses dont on ne se débarrasse pas parce qu'on culpabilise. Et la culpabilité, elle est dure à porter. Et quand on arrive à se débarrasser de ça, je crois que c'est la première grande étape qui est franchie. Et à partir de là, ça va mieux. Et les séances qui suivent permettent de se débarrasser des derniers poids qu'on en a. Et ça permet d'avancer dans le même temps. Et donc, pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai eu cette chance de rebondir très vite. Parce que dans le même temps, je travaillais sur un projet qui a abouti quasiment immédiatement. Et la famille dans tout ça, c'est aussi important que le coach, un soutien en plus. Mais je crois que c'est Philippe Rambaud qui le disait, il avait une femme exceptionnelle. Moi, je peux en dire autant de la mienne. Parce que sans sa femme à côté, c'est plus compliqué. Parce que une fois qu'on a expliqué l'échec, quand elle le comprend bien, elle supporte et elle aide. Et finalement, elle est le relais auprès du reste de la famille. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que ça dégage une partie, ou ça libère en tous les cas une partie de l'énergie qu'on aurait mis à ça, quoi. On a coutume de dire souvent que ce qui ne tue pas rend plus fort. Vous, est-ce que après cet échec-là et ce rebond, vous vous sentez aujourd'hui plus j'allais dire d'attaque, mais plus résistant, avec une carapace plus épaisse, si jamais ça venait à se reproduire? Alors, si ça devait se reproduire, peut-être pas. On va éviter d'imaginer ça, mais évidemment, personne. Oui, évidemment. Enfin, c'est un lieu commun de dire que ce qui ne tue pas rend plus fort. Évidemment, avoir traversé ça donne un regard différent et c'est pas tellement une question de résistance ou d'épaule. Ça donne certainement un regard différent sur les circonstances, sur les risques, sur les gens, une écoute pour justement ne pas se retrouver dans cette même situation. Philippe, un mot là-dessus? Oui, enfin moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, ça reste. Pour moi, ça reste encore une fois atypique parce que j'ai rebondi très vite et que quelque part ça efface un certain nombre de sujets douloureux de façon quasi automatique, parce que quand on est dans la construction de son projet, on n'a plus la tête à la culpabilité. Et ça aussi c'est important parce que, moi pour mon cas personnel, dès que je parlais ou dès que je reparlais de l'entreprise, c'était très compliqué. Alors que quand j'étais dans le projet de rebond, j'étais pas du tout atteint par ce qui s'était passé. Et parce que je me projetais. Et évidemment, c'est facile à le dire aujourd'hui pour moi, hein, et je sais que quand on est dans cette phase-là et qu'on n'a pas de projet concret, c'est la double peine. Parce qu'il faut gérer le passé et on a du mal à gérer l'avenir. Et ça aussi, ça pèse. On discutait tout à l'heure, avant d'entrer dans la salle, vous me disiez que la solitude, c'était la pire des choses qui pouvait arriver à un entrepreneur qui a échoué. Est-ce que c'est une tentation qu'on a réellement de se mettre en retrait, de ne plus parler à personne, à ses amis, Mais quand vous vous sentez coupable, la culpabilité, c'est aussi un effet de honte, hein. Et donc, quelque part, vous vous cachez.
Et moi, je ne saurais trop recommander que de ne jamais se cacher. Et qu'il faut être aidé, il faut être supporté, à la fois par sa famille, mais aussi par des spécialistes. Et alors, mieux encore quand on ne peut être coaché, parce que ce n'est pas forcément ouvert à tout le monde. Et des associations comme 60 000 rebonds, à mon goût, il n'y en a pas assez, ou en tous les cas, pas de suffisamment d'ampleur pour pouvoir justement proposer cette aide indispensable au rebond. Pascal Rambaud, vous êtes diplômé d'HEC, alors je ne sais plus exactement la promo, mais est-ce que, si vous vous souvenez de vos années en cours, est-ce que vous avez le sentiment que cette notion d'échec, est-ce qu'on vous préparait en école de commerce dans les années 80 à l'échec, ou alors, parce que je disais tout à l'heure que l'ENA étudiait l'échec depuis 3 ans, et c'est vrai, du coup j'ose même pas imaginer ce que ça devait être dans les années 80. C'est comme en maternelle, hein. C'est pareil. C'est une notion qui n'existe pas. Donc on est... En plus, t'es un homme, t'es costaud, etc. Enfin, on grandit là-dedans. Et je pense qu'HEC fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous introduit dans un espèce de mythe de réussite. Ouais. Ceci dit, je peux quand même, à titre personnel, comparer. J'ai un fils qui est à HEC en ce moment. Et quand je vois en 30 ans la différence... elle est énorme. C'est énorme. Enfin, je rejoins tout à fait ce que disait Philippe Rambaud tout à l'heure. Cette génération est tournée vers l'entrepreneuriat, vers la prise de risque, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons pu connaître, où la voie royale était d'être dans des grands groupes et on avait cette notion du, entre guillemets, CDI cercueil, enfin, qui allait accompagner la vie entière, quoi. Donc ça a changé, mais... c'est encore très très loin, et pour avoir vécu pas mal en Angleterre et avoir un peu de culture anglo-saxonne, le fossé entre les deux cultures reste absolument gigantesque aujourd'hui, et il y a beaucoup à faire pour travailler les esprits et les amener à envisager cette notion d'échec comme quelque chose de non culpabilisant. Merci Pascal. Géraldine, vous, on n'a pas parlé de votre moteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous rapprocher de cette association et de venir en aide ainsi Mais le coupable est au premier rang. Ah, encore lui. Il se trouve qu'il y a 4 ans, j'ai été invitée à un petit déjeuner de présentation dans un cabinet de conseil RH. C'est plutôt le genre d'endroit où généralement les gens viennent pour expliquer qu'ils sont les plus forts, les plus beaux et qu'ils ont toujours tout réussi. Et Philippe est venu parler de l'échec. Vous voyez le petit concentré qu'il vous a fait en 10 minutes, ça il l'a fait en 3 quarts d'heure. D'accord. Bon. Et je me suis dit là c'est quand même étonnant ce qui est en train de ce que j'ai entendu. Et puis il a eu le bon goût de dire à combien il estimait la profession des coachs et combien ça lui avait apporté dans son existence. Je me suis dit c'est vraiment un très grand homme. Et je suis venue voir l'association, et là j'ai compris que c'était quand même quelqu'un de très grand, parce qu'effectivement l'association avait quelques mois, et ce qu'il a décrit en balayant la main, mais il y avait déjà Juppé dans l'histoire, il y avait déjà un forum du rebond, il y avait plus ou moins 10 villes qui étaient déjà existantes, donc je veux dire, la dimension entrepreneuriale de Philippe, elle s'était répercutée dans l'association, et donc cette ambition aussi de l'association de changer le regard, de vraiment transformer les choses, ça m'a attirée. Et donc il se trouve que, comme beaucoup de coachs qui sont présents dans la salle, j'avais les compétences et l'envie de donner un peu de temps. Et je suis partie dans cette aventure pour mon plus grand bonheur. Voilà. Philippe, vous qui êtes maintenant, qui avez rebondi très rapidement, vous l'avez dit, est-ce que de côtoyer les personnes de 60 000 rebonds, ça vous a donné envie de vous investir à votre tour, de donner du temps aux personnes qui, comme vous, à un moment donné de leur vie, se retrouvent dans le besoin? Je crois que j'en avais déjà parlé avec Pascal lors d'une précédente réunion. C'est quelque chose qui m'intéressera. Qui vous intéressera, qui m'intéressera. Mais pas tout de suite. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis en plein dans une structuration d'entreprise qui me prend beaucoup de temps. En plus, société à l'étranger, donc avec quelques voyages. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai pas ce temps nécessaire à donner. Mais c'est quelque chose qui me tiendra à cœur, c'est clair. Vous serez parrain à votre tour? Je ne sais pas ce que je serai, parce que on ne sait pas ce que demain sera fait, mais si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai. Vous, Pascal, vous avez la même envie? Bien sûr, ce serait
Ce serait un peu étrange de dire le contraire. Oui, ce serait vraiment étrange. Enfin, quand on a la chance de bénéficier de ça, et c'est vraiment une chance parce que c'est un hasard d'avoir... Enfin, c'est pas un hasard puisque quelqu'un m'a guidé vers 60 000 rebonds, mais la visibilité aujourd'hui de 60 000 rebonds par rapport au nombre d'entrepreneurs qui sont en liquidation et qui sont en besoin est faible. Donc moi, je pense que si je peux œuvrer de ce côté-là, c'est celui sur lequel je m'orienterai le plus volontiers parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de besoins. C'est ces 59 000 et quelques personnes qui n'ont pas rencontré 60 000 rebonds et qui en ont probablement grand besoin. Je m'étais fait aussi une réflexion parce que pour le Figaro, j'ai interviewé quelques personnes sur leurs échecs et ce qui revient le plus souvent, on y revient de toute façon, c'est l'école. Il me semble que c'est Thierry Marx justement qui viendra tout à l'heure, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, qui disait que plus on échoue jeune et tôt, plus on est ensuite vacciné contre l'échec dans les années à venir, et qu'à ce titre, échouer à 50 ans, c'est plus dur qu'échouer à 20 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous pose la question à tous les quatre. Hein. La perception du temps. Je ne sais pas, je pense que ce sont simplement les circonstances de la vie. Je pense qu'un échec à 30 ans, un échec à 40, un échec à 50, enfin qu'importe, c'est de toutes les façons un cap qui est difficile à passer. L'âge, il fait pas grand-chose. On est peut-être plus souple et plus rebondissant naturellement quand on est plus jeune. Et encore, j'en suis même pas sûr. Je crois que de toutes les façons, c'est des circonstances qui sont difficiles. Et de toutes les façons, le fait d'être accompagné est indispensable. Vous, Géraldine, vous êtes restée en contact avec... combien de personnes vous avez d'ailleurs épaulé depuis en 4 ans avec 60 000 rebonds ? Une douzaine d'entrepreneurs. Ouais. Et donc votre question ? Et ma question, c'est est-ce que vous êtes resté en contact avec ces 12 personnes ? Est-ce que c'est devenu des amis ? Enfin, quel lien vous entretenez avec eux encore aujourd'hui ? Alors, on a toujours des contacts parce que généralement, Philippe et Pascal vous l'ont dit, ils ont cette générosité de rester en contact avec l'association. Maintenant, le but de 60 000 rebonds, c'est un passage. Et certains ont aussi besoin d'aller respirer un air un petit peu différent pendant un temps. Malgré tout, 60 000 rebonds, c'est lié à un passage qui n'était pas forcément le plus heureux de leur existence. Donc ça, on le respecte. En revanche, oui, on a une relation de confiance. Je dirais pas forcément d'amitié, de confiance et d'amitié. Et je sais que certains passent un coup de fil quand ils ont une petite hésitation, une question, dans leur vie professionnelle. Mais oui, ils se rappellent de la confiance qu'ils vous ont accordée et ils se disent que vraisemblablement ça peut toujours être utile. Écoutez, moi je pense qu'on va clôturer ici la séance, l'interview. Est-ce que peut-être on pourrait éventuellement, avant d'entamer la dernière partie de la soirée, vous donner la parole peut-être. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à poser à nos 4 grands témoins ? Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose ? Et n'hésitez pas, il n'y a pas de... aucun... Non. Ah, monsieur là-bas, à qui... Je vais donner le micro. Est-ce que vous souhaitez que je me présente peut-être ? Donc, je suis Didier Roche, je suis dans un champ associatif, alors champ professionnel, je suis directeur général associé du groupe des restaurants dans le Noir, que peut-être certains connaissent. Et je suis donc aveugle, ça ne se voit pas là parce que la canne est pliée sous le siège. Et donc je suis entrepreneur depuis bien longtemps. Et une des raisons du dépôt de bilan, c'est lorsque le chef d'entreprise connaît le handicap au cours de sa carrière de chef d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte. Et on rencontre dans une association que j'ai montée qui s'appelle l'Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés, on rencontre pas mal de situations comme ça où des gens avaient une boîte qui fonctionnait bien et ils sont partis au ski, un accident de bagnole, un truc con.
et ils sont devenus donc handicapés. Et là, ça va très très vite. Et c'est d'autant plus... Je change de micro. Et c'est d'autant plus difficile que la boîte fonctionnait bien. Et c'est simplement la survenance d'une forme de handicap qui conduit à ça. Alors, très souvent, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le conjoint, n'ayant pas signé pour une personne handicapée, mais pour un chef d'entreprise en pleine forme, généralement, dans les 12-18 mois, plie bagage. Et donc là, c'est le triple effet qui se coule. Donc moi, je suis heureux de venir ce soir à cette réunion. Et j'espère que nos deux structures pourront travailler ensemble dans l'avenir. Voilà, c'est parce qu'on a besoin de gens comme vous. Nous, on est capable d'accompagner dans une dimension handicap et ainsi de suite. Mais voilà, d'être plus nombreux, je pense que ça sera bien meilleur. Voilà, c'était juste un témoignage que je voulais apporter. Et encore bravo pour ce travail. Et chassons ensemble. Merci. Merci, bravo monsieur. Merci pour votre témoignage. Alors avant d'accueillir nos deux derniers témoins, donc Mercedes Serra et Thierry Marx qui vont nous rejoindre, on va diffuser 2 vidéos. Donc c'est 2 regards sur l'échec de 2 personnalités qui vont apparaître juste derrière nous. Je conseille à personne d'échouer. C'est dur, c'est traumatisant parfois, c'est pas un bon moment, c'est sûr, mais je conseille à tout le monde de pouvoir vivre l'espèce de résurrection ou de renaissance qu'il peut y avoir après un échec, parce que comme on est passé par des phases difficiles, ben justement on apprend un peu mieux sur soi-même et puis aussi sur les autres, on élague un peu, on dégage des problèmes ou des problématiques qui peuvent nous paraître superflues. Bref, l'échec, ça permet un peu de nettoyer aussi le quotidien et de repartir plus léger. Dans le sport, on perd plus de courses qu'on en gagne. Et donc, ce qui est important finalement, c'est pas tellement l'échec, mais c'est ce qu'on va en faire, c'est le rebond qu'il va y avoir derrière. Et le rebond, il peut avoir lieu qu'à partir du moment où on tire vraiment des leçons de ces échecs, des enseignements. On peut faire des erreurs dans la vie. Ça fait partie du parcours, du processus d'apprentissage. L'échec, c'est de faire plusieurs fois les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'on n'aurait pas tiré d'enseignement et qu'on n'a pas du coup progressé. L'échec, c'est aussi d'être confronté à un challenge et de ne pas oser y aller. Si j'ai gagné les Jeux, si j'ai gagné des championnats du monde, bah, c'est aussi parce que j'ai accepté le risque de perdre. Mais ce qui me paraît être important, c'est d'être bien entouré. Les gens importants sont ceux qui, dans le succès comme dans l'échec, sont capables de vous mettre face à des vérités, de vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce qu'on échoue une fois que toute la vie est un échec, c'est pas parce qu'on réussit une fois que toute la vie est une réussite. Et je déconnecte l'échec, qui est finalement une évaluation, une étape sur un chemin, et le chemin c'est la réussite. Je suis Audrey Forest. Bonsoir, je suis Kelly Street. Bonsoir, je suis Audrey Aguirre. Auteur, compositeur, interprète. Vous avez remarqué, hein? Ouais, 3 noms, 3 échecs. Ouais. À chaque fois, ça n'a pas marché. J'ai pas choisi les bons noms. J'ai eu 3 chances de réussir dans ma vie. J'explique sur scène que j'ai rencontré des personnes pour atteindre mon rêve, hein, pour aller jusqu'au bout de mes ambitions. Des personnes très importantes dans le milieu du disque. Et ça a marché. Ça a marché, j'ai signé, je suis partie enregistrer mon album aux États-Unis. J'ai fait mon clip au Canada. La grande aventure, avec beaucoup de moyens, évidemment. Et puis, des circonstances ont fait que je n'ai pas rencontré le public. Et je n'ai pas rencontré le succès. On ne peut pas lutter contre ça. On n'a sorti qu'un seul single et sur cet échec de la maison de disques, on a arrêté le projet. Donc on m'a licencié et on m'a rendu mon contrat de chez Warner Music. Mais le rebond existe parce que j'ai toujours continué à faire du café-théâtre. Heureusement que j'avais ça. Grâce à Thierry Marconnet qui m'a donné ma chance et qui m'a dit « C'est pas grave Audrey si t'as pas la musique, c'est pas grave si t'as pas ton public, on peut rencontrer un public autrement, on peut aller le chercher ailleurs. Moi je connais le café-théâtre, laisse-moi t'apprendre. » Et il m'a fait confiance, on est parti, on a créé un spectacle qui s'appelle Sexe Fort et qui marche très très bien.
et qu'on a joué ici au Complexe du Rire, et qu'on a joué à Avignon cette année, et qu'on joue partout depuis 5 ans. Vraiment, ça marche très bien. Et j'ai pris une assurance avec ce spectacle, j'ai pris confiance en moi. Je fais de la musique quand même, et j'ai écrit mon One Woman, qui explique mon échec et mon rebond sur scène, avec beaucoup d'humour, parce que finalement, il faut rire de tout ça, quoi. J'avais ambitionné de faire que de la musique, que des concerts, que du studio, que de la composition. Et aujourd'hui, je me dis que si j'avais pas rencontré cet échec, j'aurais jamais été capable de jouer sur scène, de parler aux gens, de raconter un texte, de vivre un personnage. Il m'aurait peut-être manqué quelque chose finalement. Et puis aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, je suis complètement épanouie. Je suis complètement sûre de ce que je veux faire et de ce que je veux plus faire. C'est-à-dire qu'on m'a reproposé Tini dans des maisons de disques. Je dis non, je veux plus croire, je veux plus faire des plans sur la comète. J'ai un public, j'ai des gens qui me portent. Je suis heureuse comme ça, je veux pas aller voir plus haut. Les salles, elles sont pleines. Bon, pourquoi pas. On va continuer comme ça le plus longtemps possible, vraiment. Cécile Roux. Alors, c'est la propriétaire d'ici, du Complexe du Rire. Voilà. Mais ce n'est pas que, parce que c'est aussi ma metteur en scène. C'est celle qui me met en scène sur mes spectacles. Avec Thierry Marconnet, ils sont deux. Et puis, c'est aussi celle qui me fait confiance pour venir jouer ici au Complexe du Rire. Mes premiers pas sur scène, c'était là. Ouais. Et même tes premières parties musicales. Oui, je faisais les premières parties. Ah ouais, vous avez pitié de moi. C'est beau, ça. Voilà, pour cette petite session vidéo. Donc on va entamer la dernière partie de notre soirée. Donc elle serait pas possible sans Thierry Marx et Mercedes Serra que j'invite à me rejoindre sur scène. Donc Thierry Marx, vous êtes un grand cuisinier, judoka, où est-il ? Il est là, judoka, passionné de management, je ne vous présente plus. Et Mercedes, vous êtes une légende de la publicité, fondatrice de BETC et présidente exécutive de Havas. Donc merci de nous rejoindre pour terminer cette soirée. Thierry Marx, vous m'avez dit il y a quelques mois, où je vous avais interrogé pour Le Figaro, que vous n'avez connu personnellement qu'un seul échec, mais un échec si cuisant qui vous a vacciné pour le restant de vos jours. C'est l'échec scolaire. C'est l'échec scolaire. Je me suis retrouvé à 13 ans, sorti du système scolaire. Donc avec un français très moyen, les 4 grandes opérations, et puis quand on a 13 ans et pas de projet, c'était compliqué. Alors c'était un échec qui vous poursuit assez longtemps si vous ne savez pas y remédier. Et ça a duré en l'occurrence combien de temps ? Et si ça vous a poursuivi ? Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré le temps que je retrouve un projet. Premier cadre éducationnel que je retrouve, c'est le sport. Donc ça m'a construit assez efficacement. J'ai compris un cadre éducationnel que je ne comprenais pas à l'école. Ensuite, après le sport, j'ai eu la chance de rencontrer un autre cadre éducationnel qui était les Compagnons des Devoirs. Et chez les Compagnons des Devoirs, c'était faire pour apprendre. Or qu'à l'école, on me demandait d'apprendre pour faire, ce que je ne comprenais pas. Or que faire pour apprendre, j'ai compris, donc c'était mon deuxième cadre éducationnel. Et puis à 18 ans, j'avais envie d'aventure, j'avais envie d'autre chose. J'ai rencontré un troisième cadre éducationnel, qui était mon engagement avec l'armée française, qui m'a fait prendre conscience aussi de mes lacunes en culture générale, mais qui m'a donné un autre cadre éducationnel qui m'a permis aujourd'hui d'affronter différents types de situations. Donc depuis plus de non, parce que j'ai compris que l'échec c'était un fantasme. On fait une dramaturgie de l'échec. J'ai jamais fait de dramaturgie de l'échec parce que j'ai eu la chance d'être élevé par un grand-père qui me disait toujours « Oh non, mais t'inquiète pas, il n'y a que la mort qui est irréversible. » Donc il était très rassurant, mon grand-père. Dès que j'avais des problèmes à l'école, il me disait « Oh non, mais c'est pas grave, il n'y a que la mort qui est irréversible. » Il avait connu, il était devenu français grâce à la guerre de 14, ou à cause de la guerre de 14 plutôt. Et donc il y avait toujours cette réponse. Alors j'ai gardé ça à l'esprit, et effectivement, comme on l'a entendu précédemment de sportifs, l'échec c'est un leurre, c'est comme la chance finalement. C'est la voie qui compte, c'est qu'à un moment, c'est le projet qui vous fait redresser la tête. Et aujourd'hui, quand je travaille dans l'insertion, ce que je fais quand même très souvent, dès que les personnes subissent un échec, elles ont tendance à regarder la pointe de leurs chaussures, en gros la terre qui va les ensevelir. Et bizarrement, dès qu'elles retrouvent un projet, elles redressent la tête. C'est ça qui m'intéresse, c'est de redresser la tête et de savoir lâcher la main du passé. Donc lâcher la main de l'échec. Alors ça paraît parler comme un livre, mais c'est
ça pique les yeux, c'est dur, on pleure, on a mal, il faut se faire violence, mais à un moment donné, tant que tu n'es pas mort, tant que tu as mal, c'est que tu n'es pas mort, et tant que tu n'es pas mort, tu t'avances, quoi. C'est un peu ça que c'est un peu ma façon de fonctionner. Alors ça vous paraît probablement un peu brutal, mais maintenant, ou avec ces écoles d'insertion, je travaille avec beaucoup de gens qui subissent l'échec. Je leur dis, mais j'ai vécu à peu près les mêmes choses, donc on ne va pas se larmoyer ensemble, on ne va pas se plaindre, on ne va pas se rentrer dans la stratégie du bouc émissaire. On va essayer de se dire, bon, on va faire l'analyse causale des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? De façon assez luthérienne de voir les choses, comme ça, dire qu'est-ce qui s'est passé, on l'analyse. Bon, il y a des opportunités à saisir là-dedans. Dans ces erreurs, on avance, on retrouve un projet et on y va. Et aujourd'hui, vous travaillez exclusivement avec des jeunes, entre guillemets, même si j'aime Alors, pas trop non, bizarrement, nos écoles d'insertion travaillent avec des personnes en reconversion professionnelle, éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi en précarité ou sous main de justice. Donc, on a plein de raisons. Tous les lundis, quand je reçois aux audiences ces personnes, il y a un petit comité, on est là pour les accueillir. Et on se dit, bon, les excuses, ici, on en a plein les placards. Donc, on va arrêter avec les excuses. On va essayer de rentrer dans un projet. On va refixer un cadre. Nous, on l'a appelé, pour rire, on l'a appelé rigueur, engagement, régularité, RER. C'est simple, rigueur, ça ne marche pas à tous les coups. Le vrai, il ne marche pas à tous les coups, je vous l'accorde. Rigueur, c'est le shitsuki à la japonaise, c'est j'ai un projet, je regarde devant moi. L'engagement, c'est un peu la phrase du général Lott, calme, en avant et droit. Et puis la régularité de le refaire tous les jours. Mais à un moment donné, moi je le fais souvent j'étais avec des jeunes gens ce matin, je leur dis, mais tu arrives à courir avec un pack d'eau sous le bras? Il me dit, bah non, c'est compliqué, au deuxième tour de piste, j'y arrive plus. Bah, je dis, ouais, ça c'est tes problèmes. Alors si tu les lâches pas, ça va être très compliqué. Donc à un moment donné, il faut être capable de lâcher. Et de lâcher prise. Et je reconnais, j'ai l'air de parler comme un livre à 55 ans et des ornières, mais à chaque fois que j'ai cherché à me plaindre, que j'ai cherché un responsable, un bouc émissaire, comme je viens de le dire, ça ne fonctionne pas. Donc il faut redresser la tête. Pour redresser la tête, il faut un projet. Et on avance. Par contre, je peux vous dire par quoi je suis passé. De 13 ans de l'échec scolaire aux premières entreprises, je pourrais vous raconter le nombre de saisies d'huissiers, le nombre de découvertes bancaires. Mais à chaque fois que j'ai pu convaincre un banquier, c'est parce que j'arrive avec un projet. Il disait, il est gonflé le mec. Il n'a plus un rond sur son compte, il veut encore m'emprunter de l'argent. Mais je le regardais droit dans les yeux et je l'ai toujours remboursé. Donc c'est cette notion du projet qui fait que vous êtes droit. Mais l'échec fait partie de la vie. Heureusement qu'on a des échecs. Moi, j'avais un professeur au Japon qui m'écrivait, on avait des tenugi pour s'entraîner, et il disait, je vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup d'erreurs. Donc c'est dans l'erreur qu'on se construit. Alors tout ça sont des phrases, des mots qui peuvent être par moments assez valises, je vous l'accorde, mais il faut quand même redresser la tête, recréer du projet, même un projet à la journée. Moi, je travaille avec des détenus qui sont condamnés pour 20 ou 25 ans de détention. Il faut que je retrouve un projet à la journée. Et puis d'autres qui se disent, bah voilà, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Donc on va arrêter de se plaindre. C'est quoi le projet? Je veux être boulanger, je voudrais un CAP de boulanger. CAP, ça ne m'intéresse pas. Diplôme n'est pas l'employabilité. Qu'est-ce que tu veux? Raconte-moi pourquoi tu veux être boulanger, pas comment tu veux être boulanger. Pourquoi? Ah, je remonterais bien une boîte en boulangerie un jour. Voilà, ça m'intéresse. On a un projet, on redresse la tête, on y va. Et vous voyez, c'est cette énergie-là qu'il faut être capable. Alors, comme c'était dit précédemment, c'était intéressant parce que effectivement, c'est aussi le moment pour refaire le cap. Qui vous sert à quelque chose, qui vous sert à rien. Reconstruire votre écosystème. Et c'est ça qui est dur quand on doit se dire qu'on doit lâcher la main de l'échec et lâcher la main du passé, c'est qu'à un moment donné, il faut recomposer. Moi, je rencontre énormément de gens qui sont en reconversion, qui ont touché le chèque du licenciement ou qui ont tout perdu dans la création d'une entreprise, et puis qui ont compté sur le réseau, le carnet d'adresses. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus. Vous n'êtes plus dans les mêmes affaires, vous n'êtes plus dans les mêmes sphères, plus dans les mêmes spirales, vous n'avez plus forcément confiance en vous. Et vous avez perdu tout ce que vous croyiez, vous pensiez être des amis, des relations qui allaient vous épauler. Vous ne les avez plus. Donc il faut reconstruire. Et on n'aide qu'un homme positif. Un homme au sens large du terme, j'entends dans mon propos. On n'aide qu'un homme positif, quelqu'un qui ne regarde pas le bout de ses chaussures. Quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai un projet, on va le construire comme ça, comme ça. Ça se sent. Et c'est une espèce de relation assez physique, assez feeling comme ça que vous avez quand vous vivez l'échec.
Et c'est en ça que l'association 60 000 rebonds aide toutes ces personnes à retrouver un projet, à retrouver de la vie, à retrouver confiance en eux. Mercedes Serra, vous l'échec, vous l'avez côtoyé comment? Vous l'avez côtoyé jeune, comme Thierry Marx, ou non, pas du tout? Non, moi je pense aussi qu'il y a une idée bizarre dans le mot échec, c'est qu'il faut décider que c'est un échec. Et moi j'ai eu des pépins, des trucs bizarres, ou des choses un peu compliquées, enfin, et encore. Mais en tout cas, qui ont compté dans ma vie. Mes parents qui quittaient l'Espagne, le passage de la frontière, le fait d'arriver ici, d'être pauvre alors que j'étais moyennement pauvre en Espagne, ça allait mieux. Donc de se retrouver dans un coin, de voir sa maman qui va pas bien, des choses comme ça. Mais c'est la vie, quoi. Et d'ailleurs, je me dis que ça a été une chance. Ce passage de frontière à 6 ans, pour une petite fille, c'est une chance. Parce qu'après, j'avais la niaque. J'étais... ces enfants qui se moquaient de moi parce que j'étais pas comme eux. Ouais, je parlais pas français, quoi, c'est tout, quoi. J'étais comme eux, mais je parlais pas français. Ce fait que dès 6 ans, on se moque de vous, c'est un truc... moi, ça m'a... J'arrive pas à me dire, il y a eu un problème, il y a une difficulté, etc. Je me suis dit... Parfois, je me dis, en fait, j'aimerais bien que mes enfants aient eu cette chance d'avoir des emmerdes. Parce que c'est une vraie chance. Donc, à un moment donné, moi, je crois beaucoup au fait qu'on est construit par des problèmes. Tout roulait pas jusqu'au bout, quoi. C'est un point qu'on a évoqué tout à l'heure, mais tous les deux, vous pensez que plus on échoue jeune, plus c'est simple ensuite de... C'est pas échouer, c'est... plus on est mis en difficulté. Des expériences intéressantes où vous prenez des claques, c'est quand même passionnant. C'est-à-dire, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je suis toujours un peu inquiète quand je me dis, le pauvre, c'était tout réglé, quoi. Moi, c'était bien. Mon papa a animé ma vie. Il a eu des soucis, des problèmes, etc. J'ai trouvé ça bien. Alors après... et puis, je crois pas... Du coup, je pense que, d'ailleurs, en France, on est trop à l'école. C'est pas possible de parler d'échecs à des enfants. Moi, ils m'ont parlé... J'ai 5 garçons. J'étais convoquée tout le temps pour me dire qu'ils avaient raté, je sais pas trop quoi. Ils étaient d'échec en échec. Il y en a une qui me convoquait toutes les semaines pour me raconter que mon gamin, il n'avait pas l'air de vouloir réussir. Je lui disais, mais réussir quoi, là? On se calme. Je lui dis, la semaine dernière, déjà, vous m'avez dit ça. Pourquoi voulez-vous que le samedi suivant, le pauvre gamin ait changé? À la fin, j'en pouvais plus, quoi. Donc, je venais, j'écrivais mon texte avant de l'avoir et je lui disais, vous trouvez pas que mon fils, il est beau? Vous trouvez pas qu'il est vif? Vous trouvez pas? Mais j'essayais de trouver des trucs bien, quoi. Donc on a besoin de trouver des trucs bien aux gens. Et puis, on y va. Et la culpabilisation donc des enfants dès le plus jeune âge et tout ça, vous venez de le dire, vous l'apercevez aussi? Ah oui, je l'aperçois très fort parce que je pense qu'on a un problème. Enfin, quand on est dans l'éducation des enfants, mais c'est comme les adultes. À l'agence, quand j'ai des adultes, si je leur dis sans arrêt, toi vraiment ça va pas, hein, toi ça va pas, toi ça va pas, à un moment ça va pas, non. Donc si ça va pas un truc, il faut trouver un autre truc où ça aille. Mais il n'y a pas de système où on peut sans arrêt dire à un être humain que ça va pas. On n'est pas là pour ça. Donc il faut trouver un endroit où ça va, et après on réussit des choses. On n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Moi, j'ai eu une chance de dingue. Je pense qu'ils m'ont inventé un métier pour moi. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, pendant longtemps, je me suis dit, tu vas pas y arriver. Je voulais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Quand je suis rentrée dans ce métier, je me suis dit, ah, celui-là, ils l'ont fait pour moi. Ils l'ont fait pour moi. C'est une chance de dingue. Donc, aux autres enfants, aux autres personnes, et d'abord, premièrement, il faut dire aux gens qu'ils ont de la chance. Moi, j'aime bien le mot chance. Parce que les grands patrons et tout ça, qui sont contents d'être grands patrons, ça me fait plaisir de leur dire de temps en temps, dites donc, vous avez de la chance, hein, parce que un peu moins d'arrogance, quoi. On a du pot de trouver des métiers qui nous vont bien, en plus ça rapporte, c'est quand même sympa. On a de la chance. Donc regardons le monde comme ça, et puis disons-nous que essayons d'éviter, parce que l'échec, les angoisses, même les psychologues, il faut faire très attention à ce qu'on vous raconte sur la vie, quoi.
Hein, moi, j'adore, mais de toute façon, moi, je suis une fan, donc j'adore quand Thierry raconte des choses aussi fortes que le problème, c'est de trouver un fil, et le fil qui est construit, quoi. On ne va pas être des victimes, parce que plus on parle aux gens, et plus on les rend victimes. Hein. C'est ah ben oui, vous êtes fatigué. Moi, j'ai une agence. L'autre jour, je me suis énervée, je me suis dit, quand même, dans mon agence, on les gâte, les gens. On les gâte, on s'est pris la tête pour les nourrir super bien, on paye une fortune pour que tout soit bio, on leur a fait une salle de gym et tout. À la fin, ils nous demandent, et qu'est-ce que vous faites d'autre ? Et je dis, on a mal pris le problème, là. On a oublié de leur dire que c'était un devoir d'un moment donné. Quand on était chez BETC, on avait des devoirs envers les autres. Ça veut dire de recevoir les jeunes, ça veut dire d'être sympa avec les gens qui n'avaient pas de job, mais pas que des droits, quoi. Et je pense que si on parle de ça, voilà. Et moi, j'aime bien les gens. Vous savez, pas d'échec, ça veut dire que vous ne faites rien. Ça veut dire, moi, dans mon métier, c'est hyper dur, c'est une science humaine. Donc, quand le patron me dit... Est-ce que vous êtes à 100% sûr que ça va marcher ? Je me dis, mais je ne vais pas lui dire n'importe quoi. Non, à 100%, c'est une science humaine, non. Et d'ailleurs, ça s'appelle le talent. C'est que si c'était facile et à 100%, on n'aurait besoin de personne. Je dis, il y a des grandes chances que ça marche, mais ça peut se planter. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça se plante ? Eh ben, c'est pas grave, on apprend. Et on se remet ensemble et on retravaille. Et vous avez parlé de vos enfants, mais vous avez aussi parlé des patrons, donc ces personnes parfois arrogantes, parfois un peu orgueilleuses. Est-ce que d'avoir des responsabilités, d'être un patron, de ce que vous en connaissez, ça encourage à assumer ses échecs parce qu'il y a quand même un... Je sais pas, moi je veux pas juger. Moi je sais juste qu'il faut considérer que dans le monde, il y a une répartition, il y a ce que vous faites... Et puis il y a des rencontres qui vous donnent des ouvertures et des chances. Moi j'aime bien le mot chance parce que ça calme l'ego, quoi. Ça va, quoi. Hein, voilà, ça calme. Donc c'est bien. Après, je pense que il faut l'échec, c'est même un gros mot, parce qu'il faut considérer. Moi dans mon métier, je me souviens, mais j'ai une histoire très simple. Un jour, je fais un film de pub, je réfléchis à un positionnement. On s'emballe avec le client, on trouve ça formidable, on le fait, on fait un film, on le trouve formidable, on adore notre film, on le met à l'antenne, ça ne marche pas. C'est un échec, en gros. Bon, ça ne marche pas, ça ne vend rien du tout. Ah, on fait une grosse réunion, ils reviennent tous de province, on se met tous autour de la table, il est de 8h à minuit, on réfléchit, oui, on a fait cet échec, et à la fin de la réunion, ils me disent, on va te mettre en compétition. Je dis, bah, pas du tout, hein. Je dis, moi, pourquoi moi ? Et il me dit, parce que tu as fait le film. Je lui dis, avec vous, je crois. Donc, est-ce qu'on va vous virer ? Non. Donc, moi, pourquoi on vous virerait ? Parce que je me suis gourée. Parce que j'ai osé faire quelque chose et que ça ne marche pas. Alors, je lui dis, je vous propose autre chose. On va chercher pourquoi ça ne marche pas. Et si on trouve, peut-être qu'on en vendra des petits fromages. C'est ce qui s'est passé. On a trouvé pourquoi on avait fait l'échec. Et depuis 15 ans, ils ne veulent plus changer les coms sur ce petit fromage parce qu'il ne faut pas y toucher parce que ça fait des miracles. Donc il faut donner... Et chaque fois qu'un client me dit « mais c'est pas possible, il faut être sûr et tout », ben ça y est, on ne se donne plus la possibilité du talent. Parce que le talent, c'est une prise de risque. Et donc si je ne peux pas me tromper, je ne peux pas prendre le risque. Donc... L'échec, il faut dédramatiser. D'ailleurs, le discours de cette jeune femme était formidable. Il faut dédramatiser. C'est un truc dans la vie qui permet d'aller loin. Si les gens sont morts de trouille, moi, quand mes équipes sont mortes de trouille, elles n'ont plus de talent. Quand je leur dis, mais au pire, c'est pas grave. Vous savez, quand on fait des compétitions, quand on va apprendre si on a gagné, on a perdu. Quand on perd ou on gagne, franchement, parfois on gagne stupidement et parfois on perd stupidement. Donc... voilà, il y a des moments où on gagne, on a de la chance de gagner. Moi, je bois avant de le savoir. On boit du champagne avant. Comme ça, on est peinard, on a bu notre champagne. Et ça, c'est super important.
Thierry Mac, j'aimerais revenir sur la notion d'enfance. Enfin, l'enfance a été très, très rude pour vous. Est-ce que ces expériences, qui remontent quand même à quelques années maintenant, est-ce que ça a une... Est-ce que ça... Est-ce que ça s'est ressorti dans votre façon d'éduquer vos enfants, de leur transmettre cette expérience que vous avez eue très jeune, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas eu la même enfance que vous. Non, alors pas du tout. J'ai pas été très bon pour mes enfants. J'ai 3 enfants, ils sont formidables, et j'arrêtais pas de leur dire il faut qu'on sorte de notre extraction sociale. Et ils se demandaient vraiment de quoi je parlais. Moi, je me suis battu beaucoup, je me bats encore beaucoup. Et c'est vrai que c'est dur de sortir de ton extraction sociale, mais eux ne comprenaient pas. Donc j'ai arrêté d'insister avec ça. Ils ont fait les études qu'ils voulaient. Et puis j'ai essayé de construire. La seule chose que j'ai essayé de transmettre comme valeur, c'est des valeurs qui me servent encore aujourd'hui, qui sont la parole donnée, la loyauté, et des petites choses comme ça qui ne doivent pas être des tiroirs vides. Mais en gros, ça ressemble à ça, pas plus. J'aurais voulu avoir 3 enfants surdiplômés. Je pense qu'il y en a une qui est surdiplômée et les 2 autres regardent ça avec beaucoup d'humour. Mais bon, voilà, je veux dire que... mon parcours d'enfance, mon parcours d'adolescente, préadolescent et d'adolescent a été compliqué, mais je n'ai pas voulu vivre ça à mes enfants, mais j'avais toujours ce réflexe d'avoir peur de manquer. Et ça a pu les troubler parce que j'ai mis un acharnement au travail qui était à 98% et je leur ai laissé que peu de pourcentage de présence physique à la maison. Et ça, c'est un petit peu la partie que je regrette. Je crois qu'un manager heureux, même un chef d'entreprise heureux, n'importe qui, soit heureux, il faut 80% pour son engagement d'homme d'entreprise, d'homme de projet, et garder 20% pour son écosystème. Ce qui permet quand même de maintenir un équilibre. Ça, j'ai un petit peu loupé là-dessus. Mais je ne considère pas que c'est un échec, parce qu'on a dû s'engueuler quand ils avaient 22 ou 23 ans, puis maintenant, on est les meilleurs amis du monde. C'est la phrase d'Oscar Wilde. Au début, ils nous aiment, après, ils nous détestent, et pourvu qu'ils nous pardonnent. C'est tout, voilà, pas plus que ça. Les échecs, c'est comme les réussites, quelque part, c'est quelque chose qu'on doit penser, qu'on doit analyser. Est-ce que vous pensez qu'un échec, c'est plus riche? Est-ce qu'on apprend plus sur soi-même en échouant qu'en réussissant, entre guillemets? Moi, personnellement, je crois que c'est beaucoup plus riche, oui. D'ailleurs, j'ai interdit quelques entreprises où j'ai donné mon avis, j'ai interdit qu'il y ait des rapports d'échecs. Dans mon métier, ça existe, on appelle ça des rapports de glitch. Alors c'est tous les 24 heures, vous avez un rapport de ce qui s'est passé avec le client, et je veux absolument des rapports d'opportunité. Et je veux l'analyse causale de cela. Qu'est-ce qui s'est passé, comment on a résolu le problème, et comment on a entrepris de ne plus avoir ce type de problème. Et ça m'intéresse. Mais qui l'a fait, dans quelles conditions, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on va essayer de plomber quelqu'un quand il va venir faire le rapport de ce qu'on appelait les rapports de glitch. C'était ridicule. Donc on a apporté le rapport d'opportunité et effectivement, on fait une vraie analyse de l'opportunité. Donc ce que vous avez ce soir évoqué comme échec, mais on en fait une vraie analyse, une analyse sérieuse. Et bien souvent, je dirais presque dans 50% des cas, dans ces échecs, on trouve des idées ou des opportunités intéressantes pour construire autre chose. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais encore une fois, il faut avoir une vision très claire, j'ai employé le terme luthérien tout à l'heure, mais pour moi, c'était important de dire, on regarde les choses en face. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en ne cherchant pas un bouc émissaire, mais juste les faits. Ce qu'a dit Mercedes, moi, ça me convient très, très, très bien. Voilà. On en fait l'analyse et puis, on n'est pas mort. Allons-y. Vous, Mercedes RH, chercher des boucs émissaires, c'est quelque chose que vous bannissez complètement. Il faut assumer. Moi, je trouve que l'échec, vous savez, la réussite, c'est sympa, mais parfois, ça rend les gens un peu stupides. Je ne sais pas comment vous dire, ils sont contents et tout ça. L'échec, il y a un truc de merveilleux dans l'échec, c'est vous prenez une baffe, et là, vous voyez vraiment comment sont les gens. J'essaie, moi, d'apprendre aux équipes que j'ai que, oui, l'échec, ça fait mal. Enfin, il va falloir que ça fasse mal pendant un jour, quoi. Après, on ne va pas y passer notre vie. Et quand vous faites ça, je vais vous dire, moi, j'ai un système, je ne devrais pas vous le dire, vous êtes nombreux dans la salle, ça va être embêtant. Mais en gros, quand je perds une compétition, d'ailleurs, je ne la perds pas toujours parce qu'on a été mauvais, hein.
Je la perds parce que c'est compliqué de plaire au monsieur devant et tout. Parfois, j'oublie et je dis la vérité. Il ne fallait pas dire la vérité. Voilà, je perds. Voilà, c'est pas grave. Je perds. Mais il y a un système que j'ai automatiquement, c'est que le lendemain, je prends rendez-vous avec la personne avec qui j'ai perdu, parce que je sais que je vais gagner un jour. Et donc, je commence une nouvelle prospection. C'est-à-dire, je dis, ah oui, d'accord, je comprends, vous ne m'avez pas choisi, etc. Et puis, une aventure s'ouvre. Un futur s'ouvre. Et c'est très étonnant, mais ça marche. C'est-à-dire que 2-3 ans après, ça revient. Donc, je crois pas, je crois que la capacité d'abord, bien sûr, d'analyser, parfois c'est clair, parfois c'est pas clair, de prendre la baffe, parce que les êtres humains, ça rend intelligent aussi, les baffes. Ça rend pas prétentieux. Mon fils, il disait toujours, mais dans ton métier, tu passes tout le temps des examens. C'est pas mal des examens, quoi. Ça va, quoi. Je croyais que j'étais top. Paf, c'est un peu moins top. C'est pas grave. Et on avance, simplement, il faut savoir les vivre, il faut savoir les analyser, il faut savoir encaisser, et on repart, et c'est intéressant. Et des gens avec des cicatrices, c'est quand même beau. Hein. C'est quand même moins lisse que des gens tout lisses, quoi. Moi, j'aime mieux quand on me raconte des histoires où on sent des intensités. Vous connaissez le film de Nike incroyable sur le sport, où en gros, on va de cicatrice en cicatrice, parce que les types qui montent là-haut, moi c'est ce que j'aime dans les Jeux Olympiques, dans le sport, c'est que les types qui montent là-haut, qu'est-ce qu'ils en ont pris comme baffe, qu'est-ce qu'ils ont pris comme coup, combien de cicatrices ils ont. C'est ça l'humain, c'est magnifique un humain. Alors plus... J'entendais, dernière question, j'entendais ce matin sur Europe 1 Christian Jacob des Républicains qui disait on est à plat, il faut tirer les enseignements de nos échecs. Est-ce que le monde politique, notamment, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais est-ce que Emmanuel Macron et la Startup Nation, l'entrepreneuriat en France est en train de libérer complètement la parole sur l'échec? Est-ce que maintenant on le pardonne davantage? Est-ce que le tabou peu à peu s'affaisse, quoi? C'est pas la même chose là. Macron, on ne peut pas parler d'un échec, on peut parler d'une rencontre, d'une audace, dans le fait qu'il y a cru, à un moment où on n'était pas trop nombreux à y croire. Donc la force d'y croire et d'un alignement des planètes. Ça s'appelle la chance. Alignement des planètes, plus un type qui y croyait. Formidable, hein, un fou qui disait ah non, mais moi je vais aller au bout. Hein, voilà. C'est toujours ça d'ailleurs. La prise de pouvoir, c'est souvent une folie. Et il l'a eu très forte et très simple, puisqu'il n'avait pas beaucoup d'indicateurs d'immense réussite à venir. Donc ça, c'est incroyable. C'est intéressant. On ne peut pas parler d'un échec. Il a su aussi changer des codes. Il a su regarder la politique, ce qu'était la politique, ce qu'on considérait de la politique, des partis, avec des mots des autres partis qui étaient là aussi dans la recherche du bouc émissaire à tout prix. C'est de la faute d'eux. Je serai meilleur que les autres, etc. Et effectivement, je pense qu'il a fait partie de ceux qui ont compris qu'on ne pouvait plus avoir ce discours. Il fallait plutôt se dire, bon, j'ai un projet, ensemble, arrêtons de chercher... Est-ce que c'est la faute de l'Europe? C'est de la faute du parti de droite, du parti de gauche? On va essayer de construire un projet pour la France. Pas sûr d'y arriver, mais si on se regroupe les uns avec les autres, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Et je crois qu'il est parti sur ce discours, effectivement, comme le dit Mercedes, l'alignement des planètes fait qu'on attendait un petit peu ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai écouté d'ailleurs à peu près le même interview que vous ce matin, et c'est ça, on se dit, mais ils n'ont pas compris que cette politique-là, plus personne n'en veut. On veut un vrai projet. On veut bien qu'on nous dise que ça va être compliqué. Et je crois que les gens qui ont fait de la politique, qui n'ont pas compris ça aujourd'hui pour changer ces codes, ont du mal. Évidemment, ça rame un peu. Parce qu'on a fait des siècles de politique en disant c'est de la faute de l'autre, je serai meilleur que l'autre. Mais ça ne marche plus. Et ça n'a pas fonctionné. Merci. Mais c'est vrai que les gens qui aujourd'hui ne sont plus connectés, enfin c'est plus dur aujourd'hui politiquement pour eux, il ne faut jamais oublier que la politique nous a tellement appris des renversements.
Il y avait plein de gens qui avaient perdu, qui sont devenus finalement présidents. C'est assez étonnant. Donc cette force de croire qu'a eu Macron, d'autres peuvent l'avoir. Il faut y croire. Donc il faut avoir un projet, il faut y croire. Et les choses se retournent de façon incroyable. Après, je voudrais juste dire quelque chose. Quand les gens sont en échec, là par exemple, dans les mondes politiques, on a vu des gens qui ont encaissé des échecs durs. Moi, j'ai plutôt une tendresse pour les gens qui ont échoué. Et je trouve que si on avait tous un peu ça, c'est-à-dire, waouh, quand on se casse la gueule, quoi, c'est quand même intéressant d'aller vers des gens qui se cassent la gueule. On n'a pas envie, quand les gens viennent réussir, vous voyez, j'ai voté Macron, donc tout va bien, mais j'ai pas envie de dire des compliments à Macron. Ça va, quoi. Plus besoin de moi. Hein, c'est plus facile aujourd'hui de se dire, attendez, Parti socialiste, il est tombé, etc. Ben, vous réfléchissez, vous reconstruisez. Les républicains, vous avez quelque chose à dire, ben, vous travaillez. Voilà. Parce que je pense qu'il ne faut pas toujours aller... je trouve que le monde va trop souvent dans le sens du pouvoir, de la victoire et tout, et que, je ne sais pas, je trouve ça un peu méprisant. C'est pas très joli. On a quand même envie de soutenir les mecs qui se plantent parfois, parce que c'est pas inintéressant de se plater. Peut-être ils vont devenir très intelligents. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Donc voilà, comme l'a dit Mercedes, allez avec tendresse vers les gens qui ont échoué, c'est plus intéressant. Et puis, de toute façon, tout le monde termine un jour ou l'autre par avoir de la chance. C'est ce que vous dites. Donc, si le travail a été bien fait, normalement, il y a des petits flyers qui vous ont été distribués au début de la soirée. Donc, je vous invite à les remplir et à les donner en sortant. Et puis, merci de votre présence. Et puis, on se retrouve dehors pour boire un verre. Merci à tous. Bonsoir à tous. On vous a parlé de ce petit papier. Alors, je vous interpelle. D'habitude, je me place à la sortie de la salle et je crie « Rendez-moi vos papiers, rendez-moi vos papiers ». On parle d'engagement ce soir. Moi, je me suis engagée il y a pas loin de 4 ans pour 60 000 rebonds. J'ai beaucoup de tendresse. Merci Mercedes, ce sont vraiment des mots qui me touchent. J'ai beaucoup de tendresse pour ces entrepreneurs que j'accompagne dans leur reconstruction, en particulier en matière de communication. Et je vous interpelle sur votre engagement. Qu'est-ce que vous avez entendu ce soir? Qu'est-ce que vous retenez? Comment vous avez envie de bouger? Et comment vous avez envie de nous aider? Puisque si vous êtes là ce soir, c'est bien sûr parce qu'on a besoin de vous et qu'on a besoin de votre aide. Alors, il y a un moyen très simple, hein, en tant que chef d'entreprise ou en tant que donateur particulier, c'est de donner de l'argent. Voilà, parce que c'est le cœur de notre action. Il est soutenu par quelques permanents qui nous aident. Nous, les bénévoles, on donne beaucoup de notre temps. On a besoin de continuer à se développer. On a accompagné plus de 1000 entrepreneurs depuis que l'association existe. On cherche bien sûr à en accompagner plus, parce qu'on sait que dans les 60 000, il y en a quand même un paquet qui ont besoin de nous. Donc on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin de volontariat, de bénévoles, de parrains, de chefs d'entreprise qui s'engagent à nos côtés pour accompagner avec bienveillance et solidarité ceux qui ont trébuché. Et puis bien sûr on a besoin d'expertise, on a besoin de vos réseaux, aidez-nous. Et on a la première des choses qui est importante, c'est qu'autour de vous, il y a sans doute des entrepreneurs qui sont déjà en difficulté et vous n'avez peut-être pas eu le courage, l'envie, l'idée même de proposer quelque chose, parce que c'est difficile de proposer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas forcément très en forme et qui ne va pas forcément très bien. Alors allez-y, plutôt que de dire, plutôt que de ne rien dire, dites je ne sais pas bien quoi faire pour t'aider, mais va chez 60 000 rebonds parce qu'eux, ils vont pouvoir te donner un coup de main. Merci, j'espère que vous avez pris le temps de remplir votre petit papier parce qu'il vous est réclamé à la sortie. Vous n'avez pas le droit de sortir de la salle sans l'avoir rendu. Bonne soirée.